Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Une gaffe du Premier ministre soulève une tempête politique. Jean-Marc Ayrault annonce l'annulation de la loi Duflot sur le logement par le Conseil constitutionnel, dont la décision n'est toujours pas tombée ce soir. Le Sénat, en quête de majorité de circonstances sur bien des textes, bonus-malus énergétique, budget, sécurité sociale, les communistes de plus en plus pressants veulent se rendre incontournables. L'État au secours de Peugeot Citroën offre jusqu'à 7 milliards d'euros de garantie. Des contreparties sociales devront être données par le constructeur. Les invités du 19 h, le PS Claude Béry-Débat, rapporteur justement du projet de loi sur le logement social, en passe d'être retoqué. Et puis le centriste Hervé Moret. Également avec nous tout à l'heure, l'UMP Éric Doligé sur ces normes qui étouffent les élus locaux. Mais d'abord, la confirmation de l'envolée continue du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a progressé de 46 900 en un mois. Au total, il y a 3 57 000 chômeurs en France métropolitaine. Le ministre du Travail, Michel Sapin, avait prévenu ce matin la courbe du chômage. C'est comme un navire lancé à grande vitesse, dit-il. Il faut du temps avant que ça ralentisse. Les chiffres devraient donc continuer à se détériorer au cours des mois prochains avec les plans sociaux en cours et à venir. Il a parlé trop vite en oubliant les prérogatives du Conseil constitutionnel. Jean-Marc Ayrault s'est donc autorisé imprudemment à annoncer avant l'heure l'annulation de la loi sur le logement social, votée il y a quelques semaines au Sénat, avec une certaine précipitation. Annulation prévisible donc, car la procédure parlementaire n'avait pas été respectée. Une gaffe qui a relancé aujourd'hui le procès en amateurisme instruit par la droite, Paul Bouffard. C'est un nouveau cafouillage et cette fois, il ne vient pas d'un simple ministre, mais bien du premier d'entre eux. Ce matin, Jean-Marc Ayrault prend de vitesse les sages du Conseil constitutionnel. Il annonce l'annulation de la loi sur le logement social. Peu avant midi, les sages du Conseil réagissent. Non, ils n'avaient pas encore statué. Selon l'AFP, l'un d'entre eux va même jusqu'à lâcher « c'est ridicule ». Un autre ajoute « ils se prennent les pieds dans le tapis ». À droite, l'occasion est trop belle. On parle d'un gouvernement de bricoleurs. Pour l'ancien secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, rien ne va plus. C'est un symbole de l'impréparation et du cafouillage permanent. À mon souvenir, le Conseil constitutionnel n'est pas une annexe dans les jardins de Matignon. J'avais cru comprendre que le titre 7 de la Constitution faisait une autorité totalement indépendante, non contestable. Pour Jean-François Copé, patron de l'UMP, Jean-Marc Ayrault gouverne la France n'importe comment. Face à la critique, le Premier ministre se justifie. Il dit respecter l'indépendance des juridictions. J'ai peut-être anticipé une décision du Conseil constitutionnel. Du côté de l'Elysée, selon le site leJDD.fr, François Hollande aurait tiré les oreilles de son Premier ministre. Ce n'est pas à toi de le dire, tu es Premier ministre. Le Conseil constitutionnel est une autorité indépendante. Aussitôt, la présidence française dément. Le Conseil constitutionnel avait été saisi d'un recours des parlementaires UMP et centristes sur la loi sur le logement. En cause, le non-respect de la procédure législative. Selon eux, le texte est étudié à la va-vite. La porte-parole du gouvernement annonce qu'un nouveau texte sera présenté aux députés le 20 novembre. Et deux réactions en séance cet après-midi à l'annonce donc de la censure des sages avant même leur réunion. Je crois pouvoir le dire, sous la Ve République, c'est du jamais vu. Au moins, Jean-Marc Ayrault restera dans les mémoires comme le seul Premier ministre à avoir réussi à bafouer le Parlement et le Conseil constitutionnel dans la même matinée. La performance mérite d'être relevée. Je considère que les rappels au règlement que vous faites concernant ce qu'est l'interview du Premier ministre ce matin est quelque chose de soldé. Le Premier ministre, il y a eu une dépêche, un communiqué de Matignon, en disant que ça avait été mal compris. Il a bien prononcé ses phrases.
Autre réaction, cet après-midi, cette loi vous déplaît, eh bien, elle sera votée, a lancé Cécile Duflot à l'adresse de l'opposition. Je vous le rappelle, donc nous l'avons dit, le texte reviendra au Conseil des ministres, ce sera le 14 novembre et sera débattu le 20 novembre à l'Assemblée nationale. Le rejet d'un autre texte alourdit le climat pour la majorité socialiste, celui sur les tarifs de l'énergie, qui a donc été jugé irrecevable au Sénat. La proposition du député PS François Brottes a subi un tir de barrage des communistes rejoints sur ce sujet par la droite et le centre. Jérôme Rabier nous rappelle que le gouvernement est exposé à des rebuffades en raison de l'étroitesse de sa majorité au Sénat. La courte majorité au Sénat vacille à l'approche du vote sur le projet de loi de finances 2013. Avec seulement 6 voix d'avance pour la gauche, le PS aura besoin de tous ses alliés, radicaux, verts, mais aussi communistes. Pourtant, au moment de la présentation du projet de budget, en septembre dernier, Pierre Laurent affichait déjà son hostilité. Qu'on ne nous dise pas que ce budget épargne 9 salariés sur 10. Parce que d'une part, le gel du barème de l'impôt sur le revenu va toucher un très grand nombre de salariés et pas seulement parmi les plus aisés. Le groupe communiste entretient le suspense jusqu'à mardi prochain pour savoir quelle position adopter. Chez les Verts qui n'ont pourtant pas voté le récent traité budgétaire européen, on appelle à plus d'unité. Il faut le dire, et je crois que c'est aussi valable pour nous écologistes, il faut être capable aussi au moment important de faire des efforts de cohésion de la majorité. Chaque allié a ses exigences. Dernier exemple, avec le texte sur le logement, le gouvernement a dû se plier aux demandes des radicaux de gauche pour qu'il soit adopté. Une indépendance revendiquée par le groupe. Nous avons l'habitude de dire ce que nous pensons. Très clairement, nous avons aussi l'habitude d'être loyaux par rapport à nos alliés. Mais nous n'avons pas à faire un marchandage quelconque avec le gouvernement ou avec tel ou tel autre groupe. Ce n'est pas notre tradition. Des tractations qui sont pourtant quotidiennes au Sénat entre le PS et ses alliés. Le risque étant que, lassé par cette courte majorité, le gouvernement finisse par ne compter que sur sa majorité absolue à l'Assemblée nationale pour faire adopter ces textes. Les invités du 19h, donc je vous les ai présentés. Claude Berry-Débat, bonsoir. Bonsoir. Sénateur PS de la Dordogne et rapporteur de ce projet de loi sur le logement social. Vous vous êtes battu et fortement engagé autour des mesures de Cécile Duflot. Comme tout rapporteur. Comme tout rapporteur, évidemment. Hervé Moret est avec nous également, sénateur centriste de l'Eure. Alors d'abord, comment est-ce que vous qualifiez l'un et l'autre cette annonce avant l'heure, donc, du Premier ministre sur une décision du Conseil constitutionnel qui tarde, puisqu'elle se fait toujours attendre. Monsieur le rapporteur. Bon, je crois que comme l'a dit le Premier ministre, il a peut-être anticipé une décision du Conseil constitutionnel. Donc bon, c'est voilà. Un gros couac. On peut l'interpréter comme on veut. Bon, pour ma part, moi, j'attends la décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, elle n'est pas encore tombée, et c'est à faire en fonction de cette décision qu'on pourra argumenter et, à la limite, faire l'exégèse d'un certain nombre d'interventions. On oublie ce qu'a dit le Premier ministre, à savoir qu'on s'oriente vers une annulation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort des Français qui attendent d'avoir un logement social. J'avais eu l'occasion de le dire ici. 1 700 000 personnes sont dans l'attente de logement social. Et au-delà des péripéties qui, à mes yeux, sont de l'écume des vagues, l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette loi du logement. C'est ça l'important, à mes yeux. Alors, Hervé Moret, de l'écume, dit le rapporteur du texte. C'est votre sentiment ou vous parlez plus gravement d'une grosse imprudence du Premier ministre? Écoutez, ce à quoi on assiste aujourd'hui est tout simplement hallucinant. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République. On n'a jamais vu un Premier ministre qui annonce une décision du Conseil constitutionnel avant même, non seulement qu'elle soit rendue publique, mais même qu'elle soit prise, puisque les sages du Conseil constitutionnel ne s'étaient même pas encore réunis ce matin. Donc c'est tout à fait hallucinant, et ça traduit à la fois, comme vous l'avez dit, de l'amateurisme, mais ça traduit aussi un mépris de nos institutions. Mépris de nos institutions qu'on a vu vis-à-vis du Parlement, et c'est pour cela d'ailleurs que ce projet de loi va vraisemblablement être annulé, parce qu'on n'a pas respecté les droits du Parlement, mépris du Conseil constitutionnel, et aussi ça traduit une arrogance vis-à-vis de nos institutions, parce que quand on a alerté la majorité et le gouvernement, j'avais fait moi-même un rappel au règlement, on s'est fait renvoyer dans nos buts. Qu'est-ce que vous aviez dit à l'époque, précisément? Qu'est-ce qui clochait dans la procédure choisie? J'avais fait un rappel au règlement pour souligner un certain nombre de points que je ne vais pas tous rappeler ici parce que ce serait très long. Mais le point le plus important, c'est qu'on a commencé à examiner un texte qui avait été adopté au Conseil des ministres seulement 6 jours avant. Résultat, pour la première fois depuis la réforme constitutionnelle de 2008,
et en violation de l'article 42 de la Constitution, je pense que c'est ça qui posera problème, on n'a pas examiné un texte élaboré par la Commission, mais par le gouvernement. Et moi, je suis fasciné de voir certains de mes collègues que j'aime beaucoup, comme celui qui est sur le plateau, qui il y a quelques mois encore étaient, comme moi d'ailleurs, les premiers à dire à l'ancien gouvernement... Respectez-nous. Respectez-nous, respectez le Parlement. Et aujourd'hui, sous prétexte qu'ils sont dans la majorité, le gouvernement peut s'essuyer les pieds sur le Sénat. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous avez eu le sentiment, lorsque vous avez défendu ce texte, d'aller droit dans le mur? On est dans une posture politique, on l'a bien compris. Non, moi j'ai toujours tenu les mêmes propos. Hervé Maurey, qui s'était abstenu, je le crois, sur le vote du texte, puisque beaucoup de centristes, certains centristes avaient voté le texte, d'autres étaient abstenus, s'est allié, enfin, a mis sa signature pour déposer un recours au Conseil constitutionnel. Alors, on fait référence à 2008, la modification de la Constitution. Effectivement, quand on lit mot à mot, soit c'est le texte de la Commission, ou à défaut, le texte du gouvernement, dont là-dessus on peut interpréter. Ensuite, je voudrais quand même lui rappeler que on s'était interrogé lors de la réforme territoriale sur la constitutionnalité d'un certain nombre du texte lui-même que nous avions examiné. Et ce texte était porté par l'ancienne majorité. Moi, ce qui m'importe là-dessus, c'est le résultat final. C'est de savoir, est-ce que les parlementaires ont été dépossédés de leurs prérogatives? Oui. Nous avons eu vous répondez quoi? Je dis non. Hervé Maurey, vous dites? Je dis oui. Et je vais dire pourquoi je dis non. Pourquoi vous dites non? Voilà, je dis non. Parce que nous avons eu un débat oui. très riche. Nous avons eu un débat très riche. Nous avons débattu pendant 3 jours. Nous avons eu 200 amendements que nous avons examinés. Nous avons accepté un certain nombre d'amendements, aussi bien de l'UMP que des centristes, que des CRC, que des radicaux, dont, à l'issue de ce débat, nous avions un texte qui, dans le cas de figure inverse, n'aurait pas été aussi abouti que celui-là. Les élus et ceux de l'opposition notamment n'ont pas été humiliés. Ils n'ont pas été humiliés, ils ont même participé de façon très forte. C'est pas votre sentiment, Hervé Maurey, pourquoi? Si vous voulez, la majorité essaie de dire que l'essentiel, c'est le texte lui-même. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui compte aussi, c'est la manière dont il est adopté et le fait qu'on respecte les droits du Parlement. Parce qu'avec un raisonnement comme ça, il n'y a plus besoin de Parlement. On peut donner tous les pouvoirs au gouvernement en lui disant prenez les bonnes mesures pour le pays. Le Parlement a des droits. Je les ai défendus quand j'étais dans la majorité, souvent avec mes collègues socialistes. Et aujourd'hui, je continue à les défendre. Alors que mes collègues socialistes, maintenant, acceptent, comme je l'ai dit, d'être totalement piétinés. Alors pourquoi les droits du Parlement... Vous m'avez demandé pourquoi les droits du Parlement n'avaient pas été respectés. Par exemple, en commission, on a eu une seule réunion au cours de laquelle il y a eu, et cela quelques heures avant l'examen en séance, au cours de laquelle il y a eu et la nomination du rapporteur et la présentation d'un rapport. Et donc il n'y a pas eu l'exercice du droit d'amendement en commission. On n'a pas pu examiner des amendements en commission. C'est déjà une violation des droits des parlementaires. Ensuite, là où la Constitution dit qu'il faut 6 semaines entre le dépôt d'un projet de loi et son examen par le Sénat, on a eu 6 jours. Et je pourrais donner comme ça toute une série d'exemples. Monsieur Berry-Débat, vous justifiez cette urgence? Oui, je justifie l'urgence. Bon, ce qu'il y a, et je l'ai déjà dit dans un débat précédent, jusqu'à présent, l'opposition, et bien entendu, M. Maurey est carrément dans l'opposition aujourd'hui, nous reprochait notre manque de rapidité, etc., etc. On se saisit d'un texte. Parce que c'est une urgence sociale, le logement. Et on nous fait le reproche d'aller trop vite. Je voudrais quand même rectifier les propos de mon collègue et ami Maurey, quand même. Quand il dit que... Vous restez amis, c'est bien. Quand il dit que le rapporteur a été désigné le matin même. Le rapporteur a été désigné avant, c'est-à-dire on l'avait fait par précaution, il faudra revoir les textes, mais j'étais désigné depuis plus d'1 mois, Hervé Maurey. Alors soit tu n'étais pas à la réunion où on m'a désigné, mais il faut pas oublier ça. Voilà. J'aimerais vous savoir comment on peut nommer un rapporteur avant que le texte ne soit déposé. Ce serait une innovation constitutionnelle. Vous faire écouter la réaction du patron des sénateurs UMP, Jean-Claude Gaudin, qui vient de s'exprimer il y a quelques instants. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre a montré là une grande précipitation. Sans doute voulait-il minimiser la décision éventuelle d'annulation par le Conseil constitutionnel. C'est plus qu'un couac, c'est un camouflet
pour le gouvernement, ça montre son amateurisme et surtout aussi dans cette maison, à la Haute Assemblée, où nous avons l'habitude de respecter les règles et les lois, eh bien nous considérons aussi que le président du Sénat aurait pu faire remarquer cela à Monsieur le Premier ministre. Voilà, Jean-Claude Gaudin avec Paul Bouffard. Alors, Monsieur Berry-Débat, quand vous entendez amateurisme et impréparation, qu'est-ce que vous répondez? On se souvient notamment également sur ce texte que Cécile Duflot, elle avait présenté une liste de terrains de l'État qui était soi-disant disponible pour les mairies et en fait c'était truffé d'erreurs. Effectivement, on peut s'interroger qui était... Bon, la liste, c'est pas Cécile Duflot qui l'a fait elle-même sur son micro-ordinateur, on a dû lui donner. Bon, bref, il y a effectivement, c'est un procès instruit par l'UMP et par l'opposition en amateurisme. Bon, c'est de la politique politicienne, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir au cœur du sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain pour les gens qui habitent dans des maisons ou des logements insalubres, qui sont dans l'attente d'un logement. Et la responsabilité, n'incombe pas aux socialistes, elle incombe à ceux qui, connaissant l'urgence sociale, ont déposé un recours pour... Et alors ce sont les mêmes qui, dans certaines villes, n'ont pas rempli les obligations de la loi SRU. Ce sont les mêmes... Attendez, je termine. Ce sont les mêmes qui, demain, viendront se plaindre parce que l'État ne met pas des dispositions pour construire du logement social et qui refusent, grâce à ce recours, le fait que l'État puisse donner des terrains gratuitement ou un certain établissement public. Donc ça me semble un peu dommage tout ça, c'est même un peu lamentable. En tous les cas, je vous signale tout de suite, sans attendre, que le Conseil constitutionnel, à l'instant, censure la loi sur le logement social, donc comme annoncé dès ce matin et avant même la réunion des sages par le Premier ministre. Hervé Moret. Non, mais je crois que mon collègue et ami cherche vraiment à minimiser les choses, parce qu'encore une fois, il s'agit des droits du Parlement. Et il y a encore pas si longtemps, il me semblait que les socialistes étaient attachés au respect des droits du Parlement. Donc c'est quelque chose qui me paraît essentiel, d'autant plus que c'est un engagement du président François Hollande dans la campagne de redonner plus de pouvoir au Parlement, que quelques jours avant l'examen de ce texte au Sénat, il avait eu des propos qui confirmaient l'importance des droits du Parlement dans un journal publié le dimanche matin. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, avait aussi donné des assurances et fait de grandes déclarations sur le sujet. Et quelques jours après, on assiste à ce camouflet du Parlement. Si ce texte était si urgent, pourquoi ne l'avons-nous pas examiné à la session extraordinaire de juillet, qui a surtout été extraordinaire par la vacuité des textes qui nous ont été présentés, parce qu'on a eu très peu de textes à part quelques mesures de détricotage, et pourquoi avoir annoncé initialement qu'on serait saisi fin septembre pour finalement, dans une espèce d'emballement de panique, avancer l'examen de ce texte 15 jours plus tôt. Finalement, les socialistes ont confondu vitesse et précipitation, ils se prennent les pieds dans le tapis, et en voulant gagner du temps, ils vont en perdre, puisque vous confirmez la décision du Conseil constitutionnel qui oblige à repartir à zéro dans cette procédure d'élaboration de la loi. J'ai peut-être une question à vous poser maintenant sur le Sénat qui semble donner du fil à retordre au gouvernement. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez suivi le journal, avec cette motion d'irrecevabilité sur le bonus-malus énergétique qui a été voté dans un bel ensemble par les communistes, par la droite et le centre. Alors, Monsieur Berry-Débat, est-ce que vous êtes d'abord heurté par cette alliance des contraires contre vous ? Moi, je suis heurté par rien. J'observe, j'analyse effectivement que sur, je dirais, une motion présentée par le groupe communiste, en commission, elle aboutit grâce aux voix centristes et aux voix de l'UMP. Bon, mais au-delà de tout ça, là aussi, quelle est la raison de cette décision ? Vous revenez toujours au fond du débat. Aujourd'hui, pourquoi cette loi? Au-delà, je dirais, le Sénat, le rapporteur Roland Courteau, que je félicite, qui a fait un gros travail. On n'a pas voulu l'écouter, il avait des propositions à faire. Et on est parti, quand je dis on est parti, la droite, le centre sont partis, plutôt qu'écouter ces propositions... Les communistes, n'oubliez pas les communistes. Non, mais les propositions, non, les communistes sont restés, la droite est partie, c'est ce que je veux dire, en commission. Bon, voilà, il avait fait un très bon travail. La réalité des choses, c'est que ce texte est encore plus une urgence sociale. Le problème de la précarité énergétique, le problème des personnes de la trêve hivernale, tout ça c'était contenu dans le projet de loi. Nous sommes à quelques jours de l'hiver. Alors, on va pas voter ce texte ?
comment vont faire les gens qui sont dans l'urgence sociale la plus terrible. Alors, là aussi, on ne pense pas aux citoyennes et aux citoyens français qui sont dans la nécessité. On a une politique déconnectée de la réalité. Les communistes disent qu'ils pensent à eux justement en disant qu'on va les priver, ils risquent d'être privés du tarif social d'EDF. Alors là, il y a Hervé Maurey. Non, mais je crois que les voix de la droite et du centre, le gouvernement était bien content de les trouver lors de l'adoption du traité européen. Parce que là aussi, il n'y avait pas de majorité à gauche au Sénat. Et la réalité, c'est que cette majorité de gauche, elle est non seulement très serrée, puisqu'il n'y a que 7 sièges, comme vous le savez, mais elle est surtout très hétérogène. Parce qu'elle repose sur 4 groupes politiques. Le groupe socialiste, qui est certes le pilier, mais aussi les communistes, les radicaux de gauche et les Verts. Et on sait très bien que sur quantité de sujets, il y a des désaccords entre ces différents groupes. On le sait. À chaque fois, il faut trouver la majorité. On sait qu'il y aura un problème sur le cumul des mandats. Il y en a déjà eu sur le traité européen, là il y en a sur ce texte. Je crois que sur tous les textes qui vont arriver, en tout cas sur un grand nombre de textes, eh bien, le gouvernement aura beaucoup de mal avec sa majorité. Aller chercher d'autres soutiens, et parfois même, et vous l'avez dit sur le traité européen, sur les bancs de la droite, mais également par exemple... Ne sois pas trop désagréable avec nous. Sur la loi antiterroriste de Manuel Valls, là encore, sur les rangs de la droite. Non, mais je ne sais pas si on a été chercher un soutien. On a proposé un texte qui faisait l'unanimité. C'est tout à fait différent que de rechercher un soutien. Donc effectivement, les 2 textes dont parle Hervé Maurey ont été votés effectivement avec des voix de droite. Mais bon, pourquoi? Parce que ça répondait, je dirais, à des préoccupations partagées. Bon, si vous voulez faire dire que le Sénat a une majorité faible, avec la description que vient de faire Hervé Maurey, c'est la réalité. Bon, c'est la réalité, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Ça complique l'équation du gouvernement, par exemple, sur le budget. Sur le budget, par exemple, il va falloir trouver des accommodements avec le front de gauche. Écoutez, on va le voir successivement quand on va rentrer dans l'examen du projet de loi des finances et du projet de loi des finances de la sécurité sociale. Mais bon, vous savez, chaque jour... à chaque jour suffit sa peine. Il y a quand même une bonne nouvelle. À chaque jour son couac. Non, il y a quand même une bonne... Attends, quand même. Allez-y, des parlez couacs, entre vous. Il y en a eu par le passé. Mais je ne dis pas le contraire. Non, alors, j'ai encore en tête, moi je suis un sénateur qui n'a que 4 ans, je dirais, d'expérience parlementaire. Bon, quand je suis arrivé, j'ai vu des débats extraordinaires. Ça me donne envie justement de continuer à débattre au niveau du Sénat. Mais des couacs et des positions des centristes par rapport, je dirais, au texte du gouvernement et des menaces, entre guillemets, en disant on ne votera pas, et puis en dernier point... Hervé Maurey voter le texte, il se rallie, etc. On en a vu. Ça continuera, je ne connais pas. Bon, et c'est une bonne chose parce que une majorité monolithique, c'est pas bon pour la démocratie. Donc démocratiquement, alors réjouissez-vous. Alors question du nouvelops.com. Est-ce que vous trouvez l'action du gouvernement lisible? Alors vous avez répondu oui à 17% seulement, non à 81%. Encore un effort d'explication nécessaire, apparemment. Voilà. Alors, toute autre chose, et je vous donne quand même une autre information. Ça. Comment? C'est factuel. C'est factuel. Une autre information venue du Conseil constitutionnel, quand même une bonne nouvelle pour le gouvernement, puisque les sages ont validé l'essentiel de la loi sur les emplois d'avenir. On avait dit là également qu'il y avait des risques. On n'a pas encore tout à fait le détail à cette heure. Autre annonce du chef de l'État. Aujourd'hui, elle concerne PSA, dont l'action a chuté d'ailleurs à la Bourse de Paris de 4,5%, à la suite de l'annonce donc qu'aucun dividende ne sera versé en échange du concours de l'État. Une garantie de quelques 7 milliards d'euros donc est apportée à Peugeot Citroën, qui s'engage à d'autres contreparties sur le plan social. Et Pierre Moscovici d'ailleurs précise que l'amélioration du plan social de PSA sera discutée jeudi. La confirmation en appel de la peine de Jérôme Kerviel, l'ancien trader de la Société Générale, 5 ans de prison, dont 3 fermes et 4,9 milliards d'euros de dommages-intérêts qu'il ne pourra pas verser, évidemment. L'intéressé se dit ce soir totalement effondré et annonce qu'il se pourvoit en cassation. Un sujet qui fait consensus maintenant, si vous voulez bien, messieurs, de la droite à la gauche, en passant par le centre. Les élus locaux croulent sous le poids des normes de toute nature. Les normes, c'est quoi? Eh bien, des obligations draconiennes, par exemple en matière d'urbanisme. Les maires connaissent cela très bien. Avant d'accueillir le sénateur Éric Deligé, qui tente d'alléger ce maquis des règles. Les explications de Julie Hulin. 400 000 normes applicables aux collectivités territoriales. C'est ce qui ressort du rapport d'Éric Deligé remis à Nicolas Sarkozy en juin 2011. L'objet d'un vieux débat qui n'a toujours pas abouti à une loi.
Si la proposition de loi d'Oliger déposée l'été dernier a survécu au changement de majorité présidentielle et législative, elle n'est pas sortie indemne des commissions qui l'ont analysée. Des 33 articles du texte initial, il n'en reste que 23. L'article 1er, mesure phare du dispositif qui prévoyait l'évolution du nombre de normes en fonction de la taille des communes, a été supprimé. Pourtant, l'idée de simplifier les normes reste une priorité pour le gouvernement. Au lendemain des États généraux de la démocratie territoriale, François Hollande annonçait que toute nouvelle norme devrait à l'avenir être accompagnée de la suppression d'une autre. Jean-Pierre Bel a lui demandé au Sénat de préparer une proposition de loi avec le souhait qu'elle rassemble très largement les groupes politiques. Éric Doligé est donc avec nous, sénateur UMP du Loiret, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce travail de dépoussiérage, vous l'avez entamé il y a des mois, sous l'ancienne majorité. L'idée est aussi défendue, on vient de le voir, par Jean-Pierre Bel. Il l'a dit, le président du Sénat, lors des États généraux de la démocratie territoriale. Tout le monde est d'accord. Je pense que le travail qu'on a fait au moins a un avantage, c'est qu'il est irréversible. Quand on a démarré avec Nicolas Sarkozy, c'était début 2010, je crois, il m'avait demandé de se faire ce travail sur la simplification des normes. Et finalement, c'est un train qui s'est mis en marche et je vois que le président de la République actuelle, le président du Sénat et le Premier ministre parlent sans cesse d'adaptabilité, de simplification des normes. Donc finalement, on a fait du bon boulot, c'est de les mettre sur les rails. D'accord. Alors il y a 400 000 normes aujourd'hui qui s'appliquent aux collectivités locales. Vous avez envie de commencer par lesquelles pour les dépoussiérer? Déjà, un des points forts du texte et qui a posé quelques problèmes, bien sûr, mais qui posera des problèmes à la majorité, c'était l'adaptabilité des normes au territoire. Et d'ailleurs, le président de la République, comme le président du Sénat, parle systématiquement d'adapter les normes au territoire. Ça veut dire quoi, concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il y a la loi qui sera générale pour tout le monde, la même pour tout le monde, mais qu'à l'intérieur de la loi, chaque loi pourra s'adapter au territoire, selon territoire de montagne, territoire rural, territoire urbain, etc., de manière à faire en sorte qu'en fonction des capacités des territoires, on applique la loi différemment. Savez-vous qu'aujourd'hui, qu'on soit en Guyane ou qu'on soit dans l'Île-de-France, on a souvent les mêmes normes alors qu'on ne peut pas les appliquer pour des raisons techniques, par exemple en Guyane. D'accord, donc ce sont des normes qui portent beaucoup sur l'urbanisme urbain, sur la sécurité par exemple, une responsabilité qui incombe au maire, mais est-ce que certaines normes quand même, ou beaucoup de normes, ne sont pas censées contenir des vertus, par exemple encadrer les élus locaux qui peut-être parfois peuvent faire n'importe quoi? Non, mais la norme a un sens, bien évidemment. Je crois que tout le monde est fait pour respecter des normes. Il y a des feux rouges, c'est une norme. Il y a des interdictions de stationner. Enfin bref, il y a des règles. On doit mettre sa ceinture de sécurité. Donc il y a des règles qui sont des normes. Et bien évidemment, il faut continuer à les appliquer. Mais quand on dit qu'il y a 400 000 normes, c'est que souvent, il y a des normes qui se superposent, qui ont des coûts considérables. On estime que chaque année, on fait naître 2 milliards de dépenses supplémentaires avec des nouvelles normes. Alors comme on pleure tous misère et qu'on a tous des difficultés financières, si on pouvait économiser 2 milliards dans les collectivités par an, ça serait quand même une belle opération. Merci Éric Doligé, c'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain rendez-vous et à suivre sur LCP Assemblée Nationale. Question d'info. Bonsoir, à demain, 19h. Contrairement à 2008, il n'est plus seulement le candidat. Est-ce pour ça que Barack Obama semble avoir plus de mal à trouver son ton, son style face à un Mitt Romney finalement pas si mauvais communicant que ça? A-t-il fait les bons choix en renonçant à défendre son bilan dans un contexte de crise? Et quels sont les ressorts dont peuvent encore user les candidats dans cette campagne? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, Barack le démocrate et Mitt le républicain. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est ce soir à 22h45 sur Public Sénat.